le coût de cette rénovation élèvera à environ 30 milliards, d'après ce qu'on nous avait dit. Je pense que c'est quand même un peu exorbitante comme montant. Nous avons vu certains pays qui ont eu à organiser des grands événements comme la Coupe d'Afrique des Nations et nous avons vu combien leurs stades ont été rénovés, ont été modernisés. Et quand vous comparez un peu les coûts de ces stades-là par rapport à ce qu'on nous prévoit faire, ce qu'on prévoit nous faire ici, vous constatez qu'il y a vraiment une exagération en dire. Okay. Nous avons vu au Ghana, par exemple, des stades qui ont été construits à 6 milliards. Et donc, qu'on prévoit rénover notre stade à 30 milliards, je pense qu'on peut déjà bénéficier de l'expérience ghanéenne et construire des stades moins chers qui pourront nous permettre d'avoir avec 30 milliards pas moins de 5 stades. Et aussi la période, je disais que la période ne s'y prête pas. C'est une période d'abord de fête, une période où le stade est souvent vraiment sollicité. Voyez-vous, notre stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou est devenu pratiquement un centre commercial. Et tous les soirs, il n'y a pas un seul endroit à Cotonou qui s'anime comme le stade de l'Amitié. Aussi, ce que je voudrais préciser, c'est aussi que nous tendons vers les législatives 2019 qui viendront dans moins de 6 mois. Et nous n'avons pas autant de lieux qui arrivent à accueillir des grands meetings, d'accord, des grands meetings, un grand monde que le stade de l'Amitié. Beaucoup d'acteurs politiques ont souvent sollicité cet endroit-là pour faire leur sortie politique. Et donc, quand le stade sera fermé, je me demande où ces mobilisations-là pourront se faire. Dès lors qu'on sait que Cotonou est la vitrine de notre pays et c'est une cité, c'est une grande agglomération qui regorge de beaucoup d'électeurs. La Criette, je l'ai souvent dit que c'est une cour, ma foi, qui a été imaginée par le gouvernement et dont on ne voit vraiment pas, en tout cas c'est mon opinion, dont on ne voit vraiment pas l'utilité. C'est une cour dont on pouvait vraiment se passer. Et quand vous écoutez certains honorables députés, ils vous diront que la loi qui a créé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, c'est une loi drone et que c'est une loi qui a été votée en catimini pour citer certains honorables députés. Et aujourd'hui, quand cette Cour commence pas à travailler, nous voyons malheureusement des tensions que son fonctionnement crée et des violations des droits de l'homme que son fonctionnement soulève. Quand on voit que des avocats ont été interdits de prendre la parole et que des présidents de cour tiennent certains propos au cours des audiences, nous nous posons d'énormes questions sur vraiment la pertinence et l'utilité de cette cour-là. Non, je pense que aujourd'hui, le Bénin est arrivé à une étape où, franchement, la démocratie est en train d'être libéralisée. La démocratie est en train d'atteindre tous les maillons de la vie publique dans notre pays. Moi, je me rappelle quand nous, on était étudiants à l'université d'Abomey-Calavi, que des syndicats d'enseignants, des syndicats d'étudiants, des confédérations se sont vraiment battus pour que cette démocratie puisse entrer à l'université à travers ces votes-là
d'accord, des recteurs et des différentes autorités qui ont à charge les différentes facultés de l'université d'Abomey-Calavi. Alors, déjà, ce processus a atteint pas moins de 3 mandatures. Moi, je me rappelle que le recteur Brice Saint-Saint, il a eu à faire 2 mandats et il a eu un prédécesseur qui avait fait un mandat ou 2, je crois. Aujourd'hui, donc, nous sommes presque à la 4e mandature avec le recteur actuel, mon professeur qui est aujourd'hui recteur à l'université d'Abomey-Calavi, et qu'on en vienne à dire que, ou bien à suspendre un tel processus, je pense que ça nous fait poser d'énormes questions et ça cause énormément de problèmes. Moi, je me demande quelle explication le gouvernement pourrait donner pour justifier un tel recul. Voyez-vous, c'est un processus qui, ma foi, permet une gestion collégiale où, par exemple, les recteurs ou les autorités rectorales arrivent à battre campagne sur des projets donnés. D'accord? Si on suspend ça, alors quelle explication le gouvernement donnera, ou c'est-à-dire quel argument ceux que le gouvernement va nommer pourront donner pour bénéficier ou pour légitimer, d'accord, leur mandat? Je me demande. Parce que les autres ont été élus sur un programme donné qu'ils sont en train d'exécuter. Et c'est la communauté universitaire qui les a élus sur la base de leur programme, où il y a eu des comparaisons, ou même des fois ils ont eu à faire des débats, d'accord, des débats publics.